Bonjour à tous, bienvenue aussi aux téléspectateurs de Public Sénat pour cette émission consacrée aux ateliers des départements. On sait que des élections importantes auront lieu les 20 et les 27 juin qui concerneront évidemment les départements français mais aussi les régions. Les enjeux dans ces territoires, dans les départements sont extrêmement forts et on sait, on le verra dans cette émission, quel rôle les départements ont joué notamment dans la crise sanitaire et dans la façon dont ils ont territorialiser leurs mesures pour être au plus près des populations. Je suis très heureux d'accueillir dans cette émission Dominique Bussereau, le président de l'Assemblée des départements de France, également président du département de la Charente-Maritime et ancien ministre, bien sûr. Monsieur Bussereau, bonjour, soyez le bienvenu. Bonjour. J'accueille également Jean-Luc Claise, qui est le président du conseil départemental de la Gironde. J'espère que vous m'entendez bien et qu'on vous entendra également. Monsieur le président Claise, soyez le bienvenu. Merci beaucoup. Et puis, troisième invité, François Sauvadet, le président du conseil départemental de la Côte d'Or, ancien ministre également. Cher François, bien le bonjour à vous. Bonjour. Alors, on va parler des départements, évidemment, des enjeux, notamment en matière de crise sanitaire, mais aussi toute l'actualité autour des départements, la décentralisation, avantages, inconvénients. Mais pour bien planter notre décor, je suis très heureux également d'accueillir sur ce plateau Jérôme Fourquet, qui est le directeur opinion de l'IFOP, sondeur très connu s'il en faut. Jérôme, soyez le bienvenu aussi. Bonjour, merci. Alors, on va cadrer ce débat, cette émission, avec cette étude que l'IFOP a réalisée pour cette émission sur les ateliers des départements, avec des conseils départementaux. Et c'est ça qui m'a le plus frappé dans votre étude, Jérôme, qui sont finalement très fiers et très attachés au mandat qu'ils exercent. Oui, tout à fait. Donc c'est cette enquête qui a été réalisée par l'IFOP à la demande de l'Assemblée des départements de France. Et c'est une étude inédite puisqu'elle n'interrogeait pas le grand public, mais les conseillers départementaux eux-mêmes. Et 658 d'entre eux, sur les 4000 que nous comptons en France, ont accepté de se prêter au jeu et de répondre à nos questions. Le premier enseignement phare, c'est que 93% d'entre eux se disent satisfaits d'exercer leur mandat. Et plus de 6 sur 10 d'entre eux sont même très satisfaits de le faire. Donc c'est un niveau de satisfaction qui est très élevé. Il n'y a pas de blues de l'élu chez les conseillers départementaux. Alors, Jérôme Fourquet, il n'y a pas de blues de l'élu quand on parle des conseillers départementaux. Et ça, c'est très important. Ce qui n'est pas le cas, mais je ne vais pas vous demander de vous attendre là-dessus. Quand on parle avec des maires, eux, parfois, ils ont un peu le blues. Les conseillers départementaux, non. Non, parce que sans doute, ils sont peut-être moins en première ligne que les maires, notamment dans les petites communes. Et puis, ils ont, on le voit dans l'enquête, des sources de satisfaction qui sont très importantes, au premier rang desquelles la capacité à porter, à faire advenir des projets localement, leur capacité aussi à entretenir des relations avec la population, ce qui nourrit très fortement leur satisfaction. Et 2 tiers d'entre eux trouvent qu'il est relativement facile d'exercer leurs fonctions. Alors, Jérôme, j'aimerais juste, parce que je voulais qu'on fasse ce teasing important sur l'étude que l'IFOP a consacrée au territoire, et je voudrais donner juste la parole évidemment à Dominique Bussereau, le président de l'Assemblée des départements de France, pour qu'il cadre un peu cette émission et ses attentes. Et puis rappeler aussi, Jérôme Fourquet, je l'avais oublié, qu'en 2019, vous avez été prix littéraire de l'Assemblée des départements de France, le prix Lamartine, et puis que vous êtes l'homme, évidemment, de l'archipel français, qui avait bien sérié les problèmes et l'importance des territoires et des départements. Président Bussereau, vous avez la parole. Oui, merci beaucoup. Merci à vous, Éric Revel, d'animer cette émission. Merci à Jérôme Fourquet de nous faire part des résultats de cette enquête qui sont très intéressants. Pourquoi cette rencontre aujourd'hui par les moyens numériques ? D'abord pour une raison malheureuse, vu les circonstances sanitaires, nous devrions en ce moment même tenir notre congrès annuel à La Rochelle. Il aurait déjà dû avoir lieu au mois de novembre. Et puis nous sommes obligés malheureusement de le faire simplement en numérique par cette expression politique. Qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui sur les départements ? D'abord, comme vous l'avez rappelé, nous sommes entrés en élection. On a dû se battre pour que ces élections aient lieu et avec nos collègues de Territoires Unis, les maires de France, les régions, nous avons insisté auprès du gouvernement pour que les échéances soient respectées et maintenant qu'elles le sont, pour que ces élections puissent se dérouler dans de bonnes conditions. Il faut que dès que ce sera possible, on puisse tenir des réunions. C'est-à-dire pour les départementales, ce ne sont pas des meetings avec des milliers de personnes.
il faut que les candidats puissent se déplacer, il faut que les candidats puissent faire connaître leur programme. Bref, il faut que ce soit des élections véritablement démocratiques et républicaines, et ça, nous y employons auprès du gouvernement en agissant en ce sens. Ensuite, vous l'avez évoqué, il y a cette période très particulière sanitaire. Nous avons été au boulot, si j'ai pu m'exprimer ainsi, dès le début de la crise, au moment où il n'y avait pas de masque, au moment où tout allait mal, et la souplesse d'action des départements, avec nos pompiers, avec nos équipes, a permis d'être de bons relais sur le terrain, d'aider nos collègues des communes et véritablement d'agir, même si ça nous a coûté beaucoup d'argent, mais c'était notre mission de solidarité sociale et de solidarité territoriale. Aujourd'hui, nous sommes dans la vaccination. Le président de la République va s'exprimer vendredi. On verra bien ce qu'il nous dit. Nous continuons d'insister pour que cette vaccination, d'abord, ait lieu. Et qu'il y ait suffisamment de vaccins pour tout le monde, le plus rapidement possible. Et puis peut-être un peu moins de vaccinodromes, même si ce n'est pas inintéressant, et beaucoup plus de proximité dans la ruralité, sur tous les territoires, pour que tous nos concitoyens se fassent vacciner. De quoi parlons-nous actuellement avec l'État, avec le gouvernement, en dehors naturellement des thèmes de campagne dans chacun de nos départements? Parlons beaucoup d'action sociale. Les services d'aide à domicile, on s'est aperçu de leur importance très grande pendant la crise l'an passé. Et encore aujourd'hui, nous avons d'ailleurs versé des primes, la plupart des départements, à tout leur personnel. Aujourd'hui, le gouvernement voudrait, ce qui n'est pas absurde, augmenter les salaires des personnels des SAD, et nous en sommes bien sûr d'accord, à condition que cette augmentation ne soit pas imposée et à condition que le gouvernement y participe. Pour l'instant, il nous donne des chiffres qui sont un peu pharmaceutiques, enfin de petits flacons, et nous voudrions que le gouvernement soit à nos côtés dans cette revalorisation que nous ne contestons pas sur le principe. Et puis nous avons des problèmes avec l'aide à l'enfance. On voit bien que beaucoup de familles se sont désagrégées pendant cette crise. On n'a jamais eu autant d'enfants qui nous sont confiés. On a des travailleurs sociaux qui font un très gros travail, qui sont parfois injustement attaqués. Jean-Luc Glaise en Gironde en sait quelque chose, tout comme François Sauvadet en Côte d'Or. Et nous souhaitons continuer cette action, l'améliorer. Nous avons même demandé, dans le cadre d'une future décentralisation, à prendre la responsabilité de la médecine scolaire, ce qui nous permettrait, avec notre médecin de PMI, avec l'aide sociale à l'enfance, d'avoir une action encore plus visible dans le secteur de l'enfance et de pallier certaines absences de l'État. Tout ça, évidemment, a un coût. Les départements ne sont plus maîtres, malheureusement, de leur fiscalité. On nous a enlevé, contre notre gré, notre part de l'impôt foncier. Et donc, aujourd'hui, nous dépendons des droits de mutation qui sont liés à la situation immobilière de chaque département. C'est plus facile en Gironde ou en Charente-Maritime, au bord de l'Atlantique, que dans la Nièvre, en Corrèze ou en Creuse. Donc, ces ressources ont continué à progresser l'an passé, malgré la crise, mais nous en sommes dépendants au moment où les fermetures de commerces, de magasins, certainement entraînaient des mises au chômage, d'entreprises aussi, et nous craignons au printemps, dans quelques mois, un grand nombre de bénéficiaires du RSA supplémentaires dont nous devrons assurer le coût. D'où des demandes très claires de l'ADF, des départements de France au gouvernement, d'abord qu'ils continuent à nous aider à assurer une bonne péréquation de ces droits de mutation pour que les départements les plus favorisés puissent aider ceux qui le sont moins, que nous ayons à nouveau un levier fiscal, que nous soyons compensés beaucoup mieux sur le RSA. Nous en versons la moitié, nous en versons la totalité, mais l'État nous en rembourse que la moitié, ça devrait être la totalité, et que sur le douloureux dossier des mineurs non accompagnés, également les compensations de l'État soient beaucoup plus importantes, car en réalité sont une conséquence de la politique de l'immigration qui par nature est une politique régalienne. Voilà un peu les sujets dont nous parlons. Un dernier mot peut-être sur la relance. Nous partageons la volonté des uns et des autres, bien sûr, d'augmenter les aides à nos entreprises dans le cadre de la relance. Les départements, malheureusement, n'ont plus de levier d'action économique, même s'ils peuvent agir en matière touristique, agricole, la pêche, la conchyliculture, la forêt, mais enfin ce n'est pas suffisant. Donc nous avons bâti des contrats de relance avec l'État. Beaucoup de départements les ont signés. Ce matin encore, le département de la Vienne
en a signé un pour que nous puissions participer à la relance et qu'aux côtés des communes et de l'État, nous puissions participer à ces fameux contrats CRTE, ces contrats qui sont faits au niveau des intercommunalités. En un mot, et en conclusion, et Jérôme Fourquet le voit bien dans son enquête, si ceux qui nous écoutent se demandent ce que font les départements, nous faisons deux choses. La solidarité territoriale et la solidarité sociale. Nous sommes le relais des communes. Nous sommes souvent le banquier des petites communes qui n'ont pas d'autre moyen d'accéder à l'investissement. Nous travaillons bien sûr en bonne intelligence avec les régions. Par exemple, nous participons aussi souvent au financement du ferroviaire, alors que c'est une compétence des régions. Et nous souhaitons un État moins centralisé. Le gouvernement prépare une loi 4D, il a repris en 4D, c'est-à-dire décentralisation, différenciation, etc. Il a repris un certain nombre de nos demandes, mais trop peu. Et je regrette que ce quinquennat, qui s'achèvera l'an prochain, n'ait pas été l'occasion d'une grande période de décentralisation. Il y a eu celle engagée sous l'autorité de François Mitterrand par Pierre Mauroy et Gaston Defferre, sous l'autorité de Jacques Chirac par Jean-Pierre Raffarin. Véritablement, si on veut une France mieux gérée, moins imposée, plus proche des réalités, il faut aller plus loin dans la décentralisation. C'est le message que nous avons porté les uns et les autres durant cette campagne électorale, et c'est le message que l'ADF a porté pendant toutes ces années, pendant cette mandature, et que naturellement nous continuerons à porter après les élections des 20 et 27 juin. Merci beaucoup, Président Bussereau, d'avoir cadré cette émission. Alors, deux chiffres, Jérôme Fourquet, qui, à mon avis, illustrent bien ce que vient de dire Dominique Bussereau. Solidarité sociale dans un pays qui est exsangue, solidarité financière aussi avec les entreprises, c'est un rôle important des départements, mais aussi question sur la décentralisation. Deux chiffres, et j'aimerais que vous les commentiez. 86% des conseillers départementaux estiment être perçus comme très proches de leur territoire. Ben, ça tombe bien parce que c'est eux qui incarnent le lien social dans cette crise sanitaire. Et puis, ce ratio, 7 sondés sur 10 jugent négativement la politique de décentralisation actuelle. Oui, tout à fait. Donc ça fait écho à ce que disait le président Bussereau. On peut penser que la crise du Covid, ou on peut analyser la crise du Covid comme un gigantesque crash test auquel a été soumis l'appareil d'État central. Et pour beaucoup de Français, ils se sont rendus compte qu'il y avait des failles, qu'on avait des retards à l'allumage, et beaucoup ont constaté que les départements, les mairies, les régions avaient été les acteurs de proximité qui avaient permis, notamment dans la phase 1 de confinement, eh bien, d'approvisionner la population en masques, d'assurer la circulation de l'information, de donner un coup de main à tel ou tel centre hospitalier, de mobiliser les pompiers localement, etc., etc. Alors que les antennes de l'action de l'appareil d'État national étaient, eux, beaucoup plus lents à se mettre en branle. C'est ce que nous, on voit dans d'autres enquêtes, là, non pas auprès des conseillers départementaux, mais auprès du grand public. Donc il y a ce jugement-là qui s'est renforcé, cet appel qui vient du terrain, davantage de décentralisation, qui est bien évidemment souhaité par les élus locaux, mais qui rejoint les préoccupations de la population, et notamment une décentralisation qui serait à mettre au service de davantage de solidarité et davantage de protection de bouclier social. Je vais vous poser cette question. 7 sondés sur 10 dans votre sondage IFOP jugent négativement la politique de décentralisation de la France. Je poserai bien sûr la question tout à l'heure à Jean-Luc Claes, au président de Gironde, et à François Sauvadet, président du conseil départemental de la Côte d'Or. Mais ils le jugent comment négativement ? Ils ont l'impression qu'on leur a refilé la patate chaude, passez-moi l'expression, sans qu'ils aient les moyens de l'exercer, ou bien est-ce qu'ils considèrent que c'est trop lourd à gérer ? Alors je pense que c'est la première hypothèse qui est la bonne, c'est-à-dire, et le président Bussereau l'a rappelé, on donne des compétences sans forcément transmettre ou octroyer tous les financements qui permettent d'assurer cela. Et puis si on revient à l'expérience du Covid, on a aussi sans doute une très forte insatisfaction concernant le cadre réglementaire. Et là, on a bien vu, c'est-à-dire que l'État central n'a pas favorisé les initiatives individuelles et s'est plutôt distingué par sa capacité à empêcher les initiatives plutôt qu'à les accompagner. Alors ce n'était pas en l'espèce des présidents de conseils départementaux, mais des présidents de conseils régionaux qui avaient fait venir à leurs frais des cargaisons de masques, et on se souvient de cette image de préfets accompagnés par la maréchaussée qui arrivaient sur les tarmacs des aéroports pour saisir les cargaisons de masques. C'est-à-dire le symbole, c'était le représentant de la République qui venait empêcher... De l'État central, de Paris, qui disait vous êtes débrouillés, vous avez été plus agiles que nous. Et donc il y a à la fois
un problème ancien, c'est-à-dire chargé de devoir, qui pose problème, et aussi ce cadre réglementaire, et aussi sans doute cette relation, c'est-à-dire est-ce qu'on est dans une relation de confiance entre l'État central et l'élu, ou est-ce qu'on est toujours et encore, il y a un vieux surmoi jacobin en France, sur un contrôle, c'est-à-dire on va regarder ce qui s'est passé au moment de la sortie du premier confinement dans les écoles, avec ce manuel de déconfinement de 69 pages qui va envoyer dans toutes les communes. Et les élus locaux disaient, écoutez, on ne vous a pas attendu, on s'est débrouillé tout seul, et la seule chose que vous êtes capable de faire, c'est de nous mettre des bâtons dans les roues du contrôle tatillon. Donc Jérôme Fourquet, votre étude illustre bien le lien très de proximité entre les conseillers départementaux et le lien social et la solidarité dont on a besoin plus qu'avant avec cette crise sanitaire. Votre sondage illustre bien également la défiance vis-à-vis de cette décentralisation sans moyens, finalement. Voilà, est-ce qu'il faut retenir d'autres chiffres ? Alors, on a un deuxième volet de cette enquête qui est très intéressant, qui consiste à faire un premier bilan de la réforme du mode d'élection des conseillers départementaux, puisque nos auditeurs le savent, on est passé du scrutin uninominal à un binôme paritaire homme-femme qui a été élu. Parmi nos conseillers départementaux qui affichent au moins 2 mandats, c'est-à-dire qui ont été élus au moins une première fois dans l'ancien système, eh bien, 6 sur 10 d'entre eux estiment que cette réforme a changé leur travail au quotidien. Mais quand on regarde dans le détail, la même proportion estime que la mise en place de ces binômes est plutôt une bonne chose. Donc on a un premier retour d'expérience qui est positif sur une réforme qui a quand même énormément modifié les choses. On rappelle, redécoupage de la carte cantonale, on est passé de 4000 à 2000 cantons, mise en place du binôme, donc c'est quand même une révolution vis-à-vis d'une vieille institution comme le conseiller général et le canton. Et parmi ceux qui ont vécu les deux systèmes, eh bien, il y a un jugement qui, aux 2/3, est positif. Mais ça a changé un peu le profil, j'allais dire, culturel de cette politique ancrée dans les territoires, parce qu'avant, c'était plutôt, vous parliez du conseiller général, bon, avant, c'était plutôt une élection un peu de notables, de gens qu'on connaissait. Est-ce que le binôme, avec tous les avantages que ça représente, notamment pour la parité, n'a pas un peu modifié ce profil politique ? Bien sûr. Donc déjà, on a une parité stricte maintenant, par la force des choses. On est à 50-50 en répartition hommes-femmes, ce qui change beaucoup de choses. Alors, les vieilles habitudes ou les vieux imaginaires, on la vie dure, parce que quand on regarde les réponses de nos interviewés, hommes et femmes, sur les commissions dans lesquelles ils siègent, on s'aperçoit que, comme on dit à Sciences Po aujourd'hui, les choses sont très genrées. C'est-à-dire que sur la route, les finances, c'est encore très masculin, et sur la jeunesse, l'action sociale, c'est plus féminin. Néanmoins, on a effectivement une diversification des profils, et c'est sans doute une bonne chose. Alors, autre élément qui nous permet de dire que la greffe a fonctionné, que la greffe a prise, parmi, on le verra tout à l'heure, les conseillers départementaux très nombreux qui souhaitent se représenter lors des prochaines élections départementales, 7 sur 10 d'entre eux disent on le fera avec le même binôme. Donc ça veut dire que l'attelage a tenu et que cette innovation a donné un certain nombre de résultats positifs. Ils ont aussi sans doute, ils nous le disent, davantage de temps pour traiter un certain nombre de dossiers, parce que vous êtes 2 pour vous occuper d'un mandat. Alors certes, souvent avec des cantons dont le périmètre, la surface géographique a été étendue, mais il y a un partage des rôles qui s'est manifestement, progressivement calé. D'autres commentaires, d'autres chiffres, Jérôme ? Alors on peut aller sur un troisième sujet qu'on a commencé à aborder, sur l'intention pour ces conseillers départementaux de se représenter. 81% d'entre eux ont l'intention de rempiler, si vous me permettez l'expression, donc c'est beaucoup, et on le voit sur la diapositive, on en a même 6 sur 10. Alors l'enquête a été réalisée en octobre dernier, il y en a même 6 sur 10 d'entre eux qui sont certains de vouloir se représenter. Quand on regarde dans le détail des choses, l'intention de se représenter est logiquement un peu plus forte parmi les conseillers départementaux qui appartiennent aux majorités départementales, parce qu'ils ont été en capacité sans doute financièrement de porter davantage de projets. Leur mandat était plus exaltant que si on était dans l'opposition. Mais on rappelle que quand l'IFOP, par exemple, sondait les maires 1 an avant les municipales, on n'avait que 6 maires sur 10 qui comptaient se représenter. Voilà, c'est pour ça que j'ai fait la comparaison, même si ce n'est pas la raison, entre les conseillers départementaux. Et donc là, on voit que ce public-là
est à l'aise dans son mandat et a l'intention de se représenter très massivement, alors même, encore une fois, qu'il y a eu cette réforme avec ces binômes. Pour aller dans le sens de ce que disait le président Bussereau, quand on les interroge sur quels seraient les services publics de proximité à développer dans leur département, les priorités sont assez nettes. Services pour les personnes âgées et dépendantes, donc on voit que c'est quand même le gros sujet qu'ils ont à l'esprit. Toujours et encore la question des réseaux de transport et de circulation, mais également les établissements scolaires et l'aide au développement économique et à la formation. Mais bien retenir que, même si le président Bussereau a parlé à juste titre de tout ce qui se passe autour des mineurs non accompagnés, on a un sujet majeur, en tout cas qui est identifié comme tel par nos conseillers départementaux, c'est comment on prépare la révolution du 4e âge, la dépendance, parce que, encore une fois, c'est le département qui est souvent en première ligne sur cette thématique-là. Merci beaucoup, Jérôme Fourquet. J'aimerais entendre maintenant les commentaires, les analyses, les réflexions de nos présidents de département. Jean-Luc Claise, depuis la Gironde, le président Bussereau parlait de solidarité. Vous avez vu que parmi les principaux items souhaités, il y a cette aide aux personnes âgées notamment. On est vraiment dans cet espace, dans cette sphère de solidarité qu'incarne bien finalement un département. Oui, je crois que les solidarités qui sont le cœur de mission, la fibre même des départements, parlent plus que jamais à nos concitoyennes et concitoyens parce que la crise sanitaire a amené à considérer que dans les moments de difficulté, de crise, ce que l'on venait chercher, c'était des actions de protection, des actions d'accompagnement et donc des actions de solidarité. Parfois, la solidarité s'est exprimée de façon citoyenne, mais à d'autres moments, ce sont les départements qui la portent de plein droit et qui sont capables de l'exercer en toute proximité. Je pense qu'il ne faut jamais oublier que le département, c'est le quotidien avant tout de celles et ceux auxquels nous nous adressons. Souvent, nous ne sommes pas tout à fait visibles dans l'action publique que nous avons parce qu'elle est un peu diffuse et qu'elle est très individuelle. Si on prend l'exemple de l'aide personnalisée à l'autonomie pour les personnes âgées, eh bien, c'est un versement qui est opéré auprès des personnes de façon individuelle, qui n'est pas forcément un grand geste architectural d'un bâtiment qu'on pourrait construire, même s'il nous arrive de construire des collèges. Et donc, c'est ce quotidien très fin que nous réalisons au travers de nos politiques publiques et qui sont finalement, qui est très attendu par nos concitoyens, particulièrement en situation de crise. Mais je pense que l'intérêt de ce passage de la crise Covid aura été sans doute de donner à voir plus spécifiquement en quoi le département, auprès des services d'aide à domicile, auprès des personnes handicapées, au travers du service départemental d'incendie et de secours, et puis dans ce qu'évoquait Dominique Bussereau tout à l'heure, sur des actions très concrètes, sur la fourniture des masques, sur l'aide pour les tests, sur des vaccibus pour la vaccination, eh bien, nous sommes là en réactivité, en proximité, dès qu'il y a des difficultés, et de façon plus générale, pour le quotidien courant de toutes les personnes auxquelles nous nous adressons. Merci Jean-Luc Claise. Peut-être un mot, Jérôme Fourquet, avant que je donne la parole à François Sauvadet. Est-ce qu'on peut d'ores et déjà dire que cette crise sanitaire violente en France comme ailleurs, finalement aura renforcé ce lien de proximité entre les citoyens et leurs conseils départementaux ? Alors, avec les conseils départementaux, sans doute, ce qui est sûr, c'est en tout cas avec les collectivités locales d'une manière générale, avec une opinion publique qui souvent résonne un peu de manière binaire entre État central et collectivités locales. Et clairement, ce sont les collectivités locales qui ont, entre guillemets, marqué des points dans cette crise sanitaire, avec une insatisfaction et une pointe de défiance vis-à-vis des services centraux de l'État, même si les hôpitaux ont répondu présent. Mais les collectivités locales ont montré par leur agilité et leur proximité qu'elles étaient capables de répondre présent dans des crises aussi graves que celles que nous avons traversées. François Sauvadet, président du conseil départemental de la Côte d'Or, peut-être aussi et essentiellement vos réactions après ces quelques chiffres tirés de cette étude importante de l'IFOP réalisée par Jérôme Fourquet et ses équipes. D'abord, moi je vois que vous avez tout résumé en 2 mots. Le premier, ce qui intéresse les conseillers départementaux, c'est la capacité à agir au quotidien. Et ça se retrouve dans leur volonté de poursuivre leur mandat. Et puis le deuxième message qu'ils adressent, c'est de dire qu'il faut nous donner les moyens d'agir. Et on ne les a pas suffisamment. Et on sort d'une situation absolument invraisemblable. Souvenez-vous, il y a quelques années, on parlait de la suppression des départements. C'était l'échelon de trop. On allait bâtir la France avec l'État, on allait bâtir la France avec les métropoles, on allait bâtir la France avec les grandes régions. Faire grand, c'était la réponse. On a eu en fait 2 crises. La première crise, c'était celle des Gilets jaunes,
où on a redécouvert l'importance de la proximité, de la réponse de proximité et l'aspiration du peuple à avoir des réponses avec la diversité territoriale qu'on connaît en France. Et puis le faire grand, on a démontré que ce n'était pas en situation de répondre à tous les enjeux du quotidien. Et c'est là que les départements ont repris toute leur place. Et donc, moi, le message que je voudrais adresser aujourd'hui, c'est que les départements sont devenus la collectivité essentielle de la proximité. Alors évidemment, quand on parle de technique, c'est compliqué entre les différents échelons. On va avoir des élections régionales en même temps que les départementales. Ça va rajouter à la confusion. Moi, ce que j'observe, c'est que les maires, quand ils ont un problème aujourd'hui, avec le départ d'un certain nombre de services de l'État, de nos territoires, de nos quartiers, même si on a créé des grandes agences, etc., en disant on est revenu, mais ils n'ont pas les moyens. La grande force du département, c'est sa capacité à agir au quotidien. Moi, je suis le président d'un département de 698 communes. 698. Demain matin, vous me dites on va distribuer des masques dans toutes les communes. En 48 heures, on a distribué les masques. Pourquoi ? Parce qu'on a conservé nos services de proximité, services d'incendie et de secours. On a des centres de secours qui assurent la sécurité de nos compatriotes et des biens et des personnes. On assume au quotidien la solidarité pour que personne ne se sente isolé dans toute commune. On a investi dans le très haut débit qu'il aurait fait. Et voilà que l'État nous dit, écoutez, il faut faire mieux, il faut faire plus, voilà les ordres qu'on nous donne, on ne vous donne pas plus de moyens, débrouillez-vous. C'est ça qui ne va pas aujourd'hui dans le pays. Il y a un pays réel et il y a un pays médiatique qui ne se rend pas compte de l'importance aujourd'hui du département dans la vie quotidienne des gens. Moi, j'aimerais que vraiment, on vienne assister à des assemblées de maires. Ils nous disent, voilà, aidez-nous. Et on est là en permanence. Oui. C'est ça la leçon qu'il faut tirer. Faire grand, ce n'est pas une réponse. Alors, il faut que l'État, simplement, tire la leçon de tout ça. Il faut que d'abord, il assume ses missions. Mais que les grandes missions régaliennes, elles ne peuvent avoir son prolongement dans la vie quotidienne que si on s'appuie sur les échelons territoriaux. On a redécouvert l'importance des maires, on ignorait un peu trop les départements, et je pense qu'aujourd'hui, le moment est venu de redire, allez interroger nos compatriotes, comme vous l'avez fait avec les conseillers départementaux, et vous verrez. Alors, François Sauvadet, on va reparler tout à l'heure dans l'émission de décentralisation et des vrais problèmes de fond que vous venez de soulever. Mais avant de rejoindre Dominique Bussereau et Jérôme Fourquet, un mot peut-être. Oui, je voulais juste rebondir sur ce que disait le président sur sa référence à la crise des Gilets jaunes. Je ne sais pas si vous vous souvenez des images de ces manifestations. Beaucoup de gilets jaunes. Il y a eu plusieurs types d'images. Oui, mais dans toutes, souvent, beaucoup de gilets jaunes avaient écrit au marqueur noir le numéro de leur département au dos de leur gilet jaune. Donc il y avait quand même cette identification au département qui était restée très très forte dans cette population qu'on appelle celle de la France périphérique. Donc c'était un petit clin d'œil à ce que disait le président Sauvadet, c'est-à-dire que pour beaucoup de ces Français, l'échelon ou la maille départementale parle encore très fortement. Dominique Bussereau, un mot sur l'étude. Finalement, le poids politique de l'Assemblée des départements de France, des régions, de l'AMF, il aurait été utile parce que, à titre personnel, je n'ai jamais entendu autant de membres du gouvernement de parler de territorialisation que depuis quelques jours. La territorialisation, on voit bien que c'est la bonne réponse à la crise du Covid. Le problème qu'on a eu au début avec les agences régionales de santé, c'est parce qu'on avait fait de ces agences des petits ministères à l'échelle d'une région et qu'elles avaient les mêmes défauts que les ministères parisiens. Donc, une raison d'ailleurs pour laquelle nous avons demandé les régions et les départements à être plus dans la gouvernance des agences régionales de santé pour que les choses se passent différemment. Moi, je voudrais dire trois choses par rapport à ce qui a été dit par Jérôme Fourquet, par mes deux collègues et amis. L'identification du département, elle est très forte. Nous sommes avec Jean-Louis Blaise dans une région de 12 départements, avec plus de 500 km entre le nord et le sud, correspond à un État européen moyen, comme l'Autriche ou le Danemark. On voit bien que les communes sont l'espace de vie auquel on est tous viscéralement attachés, mais le bon espace de solidarité dans la région, qui porte bien sûr ces très grands projets d'infrastructure et de développement économique, c'est le département. Et puis la modernité des départements, c'est François Sauvadet qui en a parlé, c'est la fibre. C'est nous qui installons la fibre. La plupart des cas, sauf quelques villes, ce sont les départements qui vont faire en sorte que dans chaque ferme, dans chaque exploitation ostréicole chez moi, dans chaque résidence secondaire, dans chaque petite entreprise artisanale, partout il y a la fibre. Et ça, la fibre aujourd'hui, c'est la modernité, elle est encore plus indispensable avec le télétravail et avec la période que nous venons de vivre. Enfin, une réaction un peu plus politique sur ce qu'a dit Jérôme Fourquet sur le binôme.
Moi, j'ai voté contre à l'époque le binôme. J'étais député de l'opposition. J'ai voté contre parce que je me disais, il y a un député, il y a un maire, il y a un président de région, un président de département. Les gens ne vont rien y comprendre. En réalité, c'est très efficace. D'abord, en effet, parce que ça a permis la parité. Deux, parce que nos collègues féminines ont fait preuve de grande qualité de travail, d'acharnement au travail dans leur thème, dans leur domaine. Et en réalité, c'est même pas un binôme qu'on élit. On élit 4 personnes. Parce que quand vous avez des cantons qui aujourd'hui ont à peu près la dimension de certaines circonscriptions législatives il y a 20 ou 30 ans, on fait très attention à la représentation géographique. Et moi, je vois bien toutes les candidatures qui paraissent dans la presse, dans mon département comme dans les autres départements de France, il y a 4 personnes. Il y a un binôme, il y a 2 remplaçants qui sont souvent des gens importants, des maires. Et donc, ces trop grands cantons sont heureusement un peu compensés par le fait que 4 personnes les incarnent. Moi, j'ai toujours veillé dans mon département à associer les remplaçants au travail de l'Assemblée, faire en sorte qu'ils ne soient pas là simplement pour rapporter des suffrages, mais qu'ils puissent à tout moment être opérationnels dans le travail de l'Assemblée départementale. Merci beaucoup, Dominique Bussereau et Jérôme Fourquet. Vous allez rester avec nous parce qu'on va aborder la deuxième partie de cette émission consacrée au thème d'actualité. On a commencé un peu à en parler, crise sanitaire, décentralisation. On se retrouve dans quelques instants. Voilà, Jérôme Fourquet, bon, je ne sais pas si je vais bien résumer les thèmes, il y en a peut-être d'autres d'actualité. Je pense à la décentralisation, bien sûr, je pense au rôle des collectivités locales dans la crise sanitaire, je pense aussi à la demande forte de territorialisation. Est-ce que vous avez noté comme moi que jamais, finalement, plus qu'en ce moment, le gouvernement, le président de la République, le Premier ministre, ils emploient maintenant, pas tout beau, mais beaucoup ce mot de territorialisation. Oui, tout à fait. Alors, on peut même faire remonter ça un peu plus loin. On parlait tout à l'heure de la crise des Gilets jaunes. On a un pouvoir central qui a redécouvert l'existence des collectivités locales et des élus locaux à l'occasion de cette crise. Rappelez-vous que la première étape et le premier public visité lors du grand débat, lors de Tour de France d'Emmanuel Macron, c'était les maires ruraux dans le Calvados, je crois, ou en Normandie en tout cas, qui avaient été visités, qui avaient été consultés par le président de la République. Donc là, il sent bien, ce président de la République et le gouvernement, qu'il faut s'appuyer sur ce qui fonctionne en France, et notamment sur ces collectivités territoriales, pour associer ces élus, mais également conférer davantage de souplesse et d'agilité dans l'action publique, parce que, là encore, je parlais de crash test tout à l'heure, on a parlé des ARS, il y a quand même un bilan à tirer de tout cela, et beaucoup l'ont fait de leur côté, et il n'est pas forcément très très reluisant. Sur ces thèmes d'actualité, je vais revenir vers Jean-Luc Claise, François Sauvadet, pour leur demander un peu comment ils abordent ces thèmes d'actualité par rapport à leur département, par rapport à leur territoire. Mais Jérôme Fourquet, juste une dernière question. On a besoin de votre analyse à ce stade. Est-ce que vous pensez qu'il y aura un avant et un après crise sanitaire du point de vue du rôle central des départements dans la politique au sens large du pays? Est-ce que, sans modifier une constitution, on peut imaginer que toutes les leçons, quel que soit le pouvoir en place à Paris, auront été tirées de l'épisode compliqué et dramatique que nous vivons? On peut le souhaiter et l'espérer. L'avenir nous dira si ce vœu est exaucé. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que tout ça est resté gravé dans la mémoire de l'opinion publique. C'est-à-dire qu'encore une fois, le réflexe premier de la société française, ça a été de se tourner vers l'État. Et on s'est aperçu que l'État central n'était pas en capacité d'apporter toutes les réponses, en tout cas dans les délais impartis. Et donc tout ça laissera des traces. Donc si ce que vous évoquiez n'advient pas prochainement, ce sera très, très dommageable. Et il y aura des demandes dans la population pour aller vers cela. Donc, si on parle très clairement, je pense que des candidats qui porteraient, dans le cadre de la prochaine élection présidentielle, un message clair en termes de décentralisation bénéficieraient d'une écoute plus attentive de toute une partie de la population. Jean-Luc Claise, vous avez l'impression qu'avec cette crise sanitaire, je ne vais pas dire grâce à cette crise sanitaire, mais avec cette crise sanitaire, la demande de territorialisation est plus forte auprès de vos administrés?
on ne vous entend pas, mais je pense qu'on va rétablir le son tout de suite. Jean-Luc Lez, je vais reformuler ma question. Est-ce que vous avez l'impression, suite aux propos de Jérôme Fourquet, qu'il y a une demande qui va croissante de territorialisation parce que les citoyens, parce que les administrés ont bien vu que les collectivités territoriales, et notamment les départements, répondaient au mieux à leurs attentes dans cette période compliquée? Alors moi, je n'aime pas trop le terme de territorialisation, je trouve un peu techno. J'ai envie de parler proximité, parce que finalement, ce que les gens attendent, c'est vraiment cette proximité-là. François Sauvadet évoquait tout à l'heure ce côté un petit peu grand de l'État. Je crois qu'aujourd'hui, ce qui est attendu, c'est plutôt une logique small is beautiful, c'est-à-dire que plus les choses sont petites, plus elles sont faites en circuit court, en proximité, plus on donne d'importance au local par rapport au central, et bien plus aujourd'hui nous sommes en capacité de réponse aux besoins des gens, aux besoins du peuple autour de nous, et nous avons à être à cette écoute-là. Je pense que la crise a effectivement démontré plus que jamais la nécessité d'être au plus près, que la réponse finalement passe par le contact quasiment direct que l'on peut avoir des élus locaux vers la population. Et donc l'organisation nationale qui doit définir un cadre régalien certes, qui doit définir aussi un cadre légal qu'il faut appliquer, qui doit garantir les grands fondamentaux de notre République que sont la liberté, l'égalité et la fraternité, bien, tout cela doit atterrir sous la forme de la décentralisation, donc de la proximité. Moi je suis j'ai un souvenir du grand débat à Bordeaux avec le président Macron à ce moment-là, qui semblait opposer décentralisation à égalité républicaine, en disant lorsqu'on permet aux départements d'opérer en termes de politique publique, chacun à leur manière, ça n'est pas une forme de garantie de l'égalité républicaine. Moi, je pense qu'il est très dangereux d'avoir ce type de propos-là. Je pense qu'il revient au pouvoir législatif, donc aux législateurs, de faire en sorte de garantir le cadre pour cette égalité républicaine. Il revient au gouvernement, évidemment, de s'en assurer. Mais nous sommes en capacité, nous, dans les départements en particulier, de pratiquer des politiques publiques qui peuvent être un peu différenciées, qui peuvent être un peu expérimentales, innovantes. Et nous avons démontré dans les départements combien nous le sommes au cours de la dernière mandature. On a proposé notamment des expérimentations comme celle du revenu de base qui malheureusement n'ont pas été retenues. Et pour autant, il me semble qu'il faut laisser la liberté au département de tenter l'expérimentation tout en respectant les grandes règles de la République et les grands principes républicains. Et que c'est de cette manière que nous serons beaucoup plus à l'écoute et beaucoup plus en proximité par rapport à nos populations. François Sauvadet, en Côte-d'Or, on préfère le mot de territorialisation ou de proximité? Écoutez, on ne va pas se battre sur les mots. Moi, je suis d'accord avec Jean-Luc Blaise sur ce constat. D'abord, l'État, il faut qu'il fasse une réponse globale. On est face à une pandémie. On a pris toutes les garanties. On nous dit qu'il faut vacciner. Bon. Mais là, c'est là que le problème commence. C'est-à-dire qu'on confond dans les services de l'État l'information des élus locaux avec la concertation avec les élus locaux. Là, pour faire bien, pour nous dire on va massifier la vaccination, on nous annonce des grands vaccinodromes. Très bien. Alors évidemment, on en a ouvert un au Zénith ce matin même, au Zénith de Dijon. Et pendant ce temps-là, on ferme dans les quartiers sensibles le centre de vaccination, on le ferme en périphérie, on en a fermé. Est-ce que c'est la bonne réponse? Non. Parce que vous imaginez que les gens qui ont déjà des doutes sur la vaccination, l'AstraZeneca, etc., ils vont encore aller se précipiter pour faire des longues files d'attente avec des professionnels de santé qui travaillent en proximité. Donc moi, je suis un fervent partisan d'une réponse globale, c'est le rôle de l'État, mais d'une adaptation et d'une territorialisation des politiques. Moi, aujourd'hui, je suis dans un département, je vous l'ai dit, la moitié de la population est concentrée sur une seule ville. Tout le restant est concentré sur 650 communes. Enfin, concentré, vous voyez ce que je veux dire. Comment on fait? Donc moi, ce que je souhaite, c'est qu'aujourd'hui, on travaille en concertation. Les ARS se sont comportés de manière arrogante en matière de santé et en matière de réponse. On a commandé des millions de masques, y compris des régions s'en sont mêlées. Puis d'un seul coup, tout le monde se regardait en se disant comment on va les distribuer. Il faut qu'on redécouvre en France la grande chance d'avoir des départements. Pourquoi ? Parce que nous avons des services territoriaux. Moi, j'ai 2800 agents sur un département comme le mien. Plus des 3/4 sont sur le terrain. Donc, si on a besoin d'être en proximité pour une réponse individuelle, aujourd'hui, les gens aspirent à une réponse pour eux, mais dans François un cadre Sauvadet, qu'ils comprennent François collectivement. Sauvadet, C'est ça l'enjeu sur de la la question, décentralisation. sur la question des ARS, où vous en avez trop dit ou pas assez. Vous dites l'arrogance des ARS, des agences régionales de santé. Mais c'est quoi? C'est la lourdeur administrative mais c'est même pire que ça. d'un système sclérosé? Nous sommes en
responsabilité, par exemple, de nos établissements pour personnes âgées dépendantes. Comme président de ce département de la Côte d'Or, j'ai passé 4 mois, on se refusait à me donner le nombre de personnes qui étaient atteintes de la Covid et qui décédaient dans les EHPAD. Mais vous vous rendez compte? Alors que nous sommes en co-responsabilité. Donc c'est absolument invraisemblable, cette absence de confiance. On remontait à Paris les informations pour les redescendre, alors qu'on aurait pu immédiatement intervenir dès qu'on avait un cas de Covid dans un EHPAD, un cas de Covid, pour dire, ben voilà, on ferme le périmètre de l'EHPAD, on interdit les visites des personnes âgées pour éviter la propagation du virus. Mais on n'avait même pas les informations. C'est vous dire dans quel état d'esprit nous sommes. Aujourd'hui, moi, je découvre l'ouverture ou la fermeture d'un vaccinodrome. Puis après, on vient me chercher, on me dit, dites donc, les pompiers, on ne pourrait pas les mobiliser. Mais enfin, on est dans un monde invraisemblable. Je vous le dis, il faut que ce gouvernement arrête de faire de la com et se dise que ce qui intéresse les gens, c'est qu'on soit sérieux. Attendez, je termine là-dessus. On n'a pas assez de vaccins. Moi, j'ai plaidé depuis le début, non seulement une adaptation, mais quand on a dit on vaccine les plus de 75 ans, et bon, on s'organise avec tous les élus locaux pour aller chercher chaque personne qui est en capacité, qui voulait se faire vacciner, pour être vacciné. On avait à peine terminé. Écoutez, on était à 30% des vaccinations pour les 75 ans et on me disait des gens on va vacciner les 65 ans, les 50 ans. Mais c'est invraisemblable. C'est dans ce fossé entre les annonces et la réalité que se creuse le lit des incompréhensions. Oui, je voudrais aussi interroger sur le même sujet Dominique Bussereau, mais juste, on manque de vaccins, mais ça dépend duquel, parce que vous savez aussi qu'avec les pataquès de communication autour d'un vaccin anglais qui s'appelle l'AstraZeneca, il y a des doses qui sont en place et personne ne veut se faire vacciner, y compris peut-être en Côte d'Or avec l'AstraZeneca. Éric Revel, permettez-moi de vous le dire, c'est le grand bazar. Moi, je suis en contact chaque jour avec mes compatriotes. J'avais des gens qui, à 55 ans, pouvaient se faire vacciner, pendant qu'une personne à 82 ans n'était pas encore vaccinée, ne savait pas comment elle allait faire. Enfin, il y a un moment donné, il faut revenir sur des objectifs et se fixer des objectifs. Et nous ne sommes pas contre le gouvernement, nous ne sommes pas contre l'État. Nous voulons être des acteurs à part entière pour réussir dans des enjeux qui sont des enjeux fondamentaux. Et on ne gagnera pas des batailles comme celle-là sans la proximité, sans écouter la personne qui dit « je ne peux pas me déplacer depuis ma maison à Marigny-le-Caouet, comment je fais pour me faire vacciner ?» C'est ça la question de fond. Dominique Bussereau, là je ne m'adresse pas au président de l'Assemblée des départements de France, mais au président du conseil départemental de Charente-Maritime. Voilà un département qui a un taux d'incidence assez bas, et tant mieux pour les Charentais maritimes. Comment est-ce que vous avez vécu au quotidien cette crise sanitaire? Vous êtes aussi dur avec l'ARS et les services administratifs de l'État que l'était François Sauvadet? Je pense que l'État s'est agi en période de crise en matière régalienne. J'ai connu Xynthia, comme nos voisins vendéens, 12 morts, la tempête de 1999, 13 morts. L'État est formidable pour amener des camions de pompiers, des hélicoptères, des colonnes de la sécurité civile, organiser la première riposte. Quand il s'agit de reconstruire, de donner des réfrigérateurs aux gens après leur maison détruite, un peu d'argent, de quoi se nourrir, il ne sait absolument pas faire. Parce qu'au fil des gouvernements, y compris des gouvernements auxquels j'ai appartenu, on a complètement cassé les services de l'État à l'échelle départementale, regroupé dans les grandes directions régionales. Donc maintenant, en réalité, les préfets, je parle des préfets de département, c'est peut-être un peu moins valable pour les préfets de région, ont des équipes très restreintes autour d'eux. Et en effet, comme le disait François Sauvadet, ce sont les départements qui sont sur le terrain et ce sont les départements qui agissent réellement en proximité en période de crise. Alors, les ARS ont pris le pouvoir. En réalité, il lui fallu confier cette mission aux préfets, qui, eux, ont l'habitude de travailler avec les élus, avec les gendarmes, avec les pompiers, avec les policiers, avec les polices municipales. Et les ARS ne communiquaient même pas avec les préfets. Moi, je vais prendre l'exemple de François Sauvadet. Dans une commune de mon département, Tonnet-Charente, à côté de Rochefort-sur-Mer, 14 morts dans un EHPAD. 14 morts dans un EHPAD en une dizaine de jours. Le maire n'était pas au courant, le département autorité conjointe de régulation d'EHPAD non plus, le préfet encore moins, et même pour tout dire, j'ai appelé Olivier Véran lui-même et son cabinet, et la direction générale de la santé n'était pas au courant. Donc on a un système qui se mord la queue, et il faut en effet que les ARS, qui ne sont pas une mauvaise invention, je préfère des ARS à un ministère centralisé à Paris, il faut que les ARS se concentrent sur
le niveau départemental, qu'elles renforcent le niveau départemental. Elles ont commencé à le faire, je dois dire la vérité, ils ont commencé à le faire après les leçons de la première crise. Et puis il faut qu'on y soit, il faut que le président de région, par exemple, soit le président du conseil d'administration, de l'ARS, il faut que l'État garde son rôle de régulateur et que sur le terrain, nous fassions les choses ensemble. On perd un temps fou dans ces vaccins dont les gens ne veulent pas, sans compter en effet les erreurs de com sur l'AstraZeneca qui fait que lorsque vous avez été, quand vous dites à quelqu'un que vous avez été vacciné à l'AstraZeneca, on vous prend pour un plouc parce que lui, il est beaucoup plus intelligent et beaucoup plus de relations, il a été vacciné au Pfizer. Tout ça est quand même profondément ridicule et moi je pense qu'il faut refaire les choses en proximité. Il faut d'ailleurs, dans la décentralisation, redonner plus de pouvoir aux préfets. Il faut que les préfets de département puissent gérer des choses directement, sans passer par une direction régionale. Nous, en Nouvelle-Aquitaine, je parle sous contrôle de Jean-Luc Lez, nous avons l'agriculture à Limoges, l'environnement à Poitiers, d'autres directions à Bordeaux, qui est notre capitale régionale, ce qui fait que ces directions travaillent avec leur ministère, ne travaillent pas avec les préfets de département, et ça ne fonctionne pas. Donc il faut que l'État lui-même se remette au niveau départemental, sans gabegie d'effectifs naturellement, mais remettre des effectifs au niveau départemental. Il faut que nous ayons un partage des rôles dans lequel nous sommes les uns et les autres plus efficaces pour nos concitoyens. Jérôme Fourquet, je reviens, pardonnez-moi, c'est à la fois un esprit en escalier et puis un peu une marotte. Quelle leçon on va tirer de tout ça d'un point de vue de l'organisation administrative et politique, Jacobin versus Girondin? Est-ce que vous pensez, quand on entend François Sauvadet ou Jean-Luc Lez ou le président Bussereau cibler un peu, montrer du doigt ce rouage administratif qui est l'ARS, si on pouvait tirer une leçon, ce serait d'organiser un peu tout ça pour que ça fonctionne mieux, et notamment plus avec les territoires et notamment les départements? Oui, alors il y a cette crise du Covid et il y a également ce qui s'est passé en parallèle et qui continue de se passer maintenant. On n'en a pas parlé jusqu'à présent et c'est beaucoup moins les compétences du département, mais ça va avoir un effet sur ce que je vais dire après, en matière de délinquance et d'insécurité. C'est-à-dire que là où on attend l'État, prioritairement, c'est sur le régalien. Et une majorité de nos concitoyens considèrent que la mission n'est pas remplie et que la justice n'est pas assez sévère, que les forces de l'ordre ne disposent pas suffisamment de moyens. Et qu'à l'inverse, sur la proximité, le social, etc., on a des collectivités locales qui savent bien faire, qui ont montré très concrètement pendant une crise comme le Covid, quand elles étaient à la manœuvre, elles pouvaient délivrer du résultat. Et là, on a un État qui s'est caractérisé par sa capacité à mettre des bâtons dans les roues. Je reviens avec mon histoire de masque qui était saisi, etc. Donc, c'est-à-dire, s'il fallait simplifier, il faut que l'État soit plus fort sur ses fonctions et ses missions régaliennes, et que sur tout le reste, non pas qu'il se désengage, mais ce qu'on a entendu, c'est une question d'attitude, c'est-à-dire qu'il faut qu'il fasse confiance et qu'il lâche la bride, si je puis m'exprimer ainsi, aux collectivités locales. Ce n'est pas le sujet des ateliers des départements, mais on voudrait ne pas vous poser la question. Jérôme Fourquet, là, vous nous rédigez un peu une feuille de route là, pour une élection qui aura lieu en 2022. Je réponds à votre demande. Mais quand vous parlez du régalien, vous dites qu'il n'y a pas assez de forces de police. Oui, mais justement, le président de la République, qui est peut-être candidat à cette section, vient de saupoudrer un peu partout des effectifs nouveaux de forces de l'ordre. On est dans ce schéma politique-là. Alors, mais il y a encore une fois, je vous dis, c'est pas assez fort là où il faudrait l'être, et pas assez, en proximité sur les autres thématiques. Et donc, encore une fois, je pense que de la crise du Covid et de ce qui se passe depuis, si les Français ont tiré une conclusion en termes d'organisation des pouvoirs, c'est plus de proximité et plus de décentralisation et de pouvoir et d'autonomie aux collectivités locales qui savent faire, et que l'État s'occupe, mais s'occupe bien de ce pourquoi il a été pensé et créé historiquement. Alors je le disais tout à l'heure, en commençant cette émission, parmi les thèmes d'actualité, évidemment, il y en a un qui va peut-être encore plus fâcher les présidents de département, qui est le thème de la décentralisation, qui est concomitant évidemment avec les sujets qu'on a abordés, notamment la question et la gestion jacobine de la crise sanitaire. Jean-Luc Lez, quel regard vous portez aujourd'hui sur l'état de la décentralisation ? On vous colle des choses à faire, mais on ne vous donne pas les moyens. C'est un peu caricatural, mais je suis dans le vrai ?
Oui, vous êtes dans le vrai complètement, c'est-à-dire que nous sentons bien le besoin, et on vient de le dire pendant toute la première partie de cette émission, le besoin de proximité, le besoin d'action directe qui oppose la technostructure aux élus locaux, la vision administrative à l'approche terrain, la complexité à la simplicité. Et donc le vrai sujet aujourd'hui d'une loi qui s'appelle 4D et qui comprend deux termes qui devraient être complémentaires, mais je ne suis pas certain que la vision de l'État et du gouvernement soit tout à fait équilibrée sur le sujet déconcentration et décentralisation. Le vrai sujet, c'est la décentralisation. Et ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que le projet qui est porté avec la loi 4D est un projet petit bras, qui n'est pas du tout à la hauteur du souffle décentralisateur qui est absolument nécessaire désormais, qui doit faire écho à la première décentralisation des années 80 portée par Defer, à une seconde décentralisation portée par Raffarin par la suite, et qui aujourd'hui nécessiterait d'être réoxygéné, revitalisé, et plus encore à l'aune de la crise sanitaire. Or aujourd'hui, ce qu'on sent bien, c'est cette espèce de frilosité que peut avoir le gouvernement, qui essaie de donner l'impression qu'il est en train de s'occuper de ce qui va se passer sur le terrain, mais en réalité, soit nous sommes sur des transferts de compétences qui ne sont pas financés avec les moyens nécessaires, et ça n'est pas acceptable, soit nous sommes sur une réorganisation qui favorise plutôt la présence de l'État, voire même son contrôle par rapport aux collectivités locales. Je rappelle l'article 72 de la Constitution qui prévoit la libre administration des collectivités locales. C'est bien ce champ-là qu'il faut creuser et travailler beaucoup plus que ce qui est aujourd'hui prévu au travers d'une sorte de Rubik's Cube dans lequel les éléments ont du mal à s'emboîter au travers de la loi 4D. François Sauvadet, bon, je vais vous titiller un peu. Vous vouliez plus de rôles, vous en avez plus grâce à la décentralisation, il ne faut pas vous plaindre. Ah oui, ça j'aimerais bien. Non, j'aimerais bien, Éric Revel. Non, en fait, voilà, la décentralisation, c'est quoi? C'est quel est le bon échelon pour agir. C'est ça la décentralisation. Alors, il y a le rôle régalien, on vient d'en parler, c'est pas notre sujet, encore que. Il y a les aspects périphériques de la sécurité, parce que quand il y a de l'insécurité et des comportements déviants chez des jeunes qui sont mineurs non accompagnés ou des jeunes isolés, on nous les confie. Et là, quelquefois, je sens qu'en matière pédopsychiatrique ou en matière de problématiques de violence de jeunes, on est un peu tout seul, laissé à tout seul, et on nous pointe du doigt en disant « qu'est-ce que vous faites ?» Donc il faut que l'État assume clairement ses missions. Moi, ce que je revendique aujourd'hui, c'est la capacité à faire. Et ce que je regrette, c'est qu'entre les grandes déclarations qui sont faites, oui, on a confiance dans les collectivités, oui, il y a de la proximité, qu'est-ce qu'on constate en fait? Les moyens financiers, on est étranglés. La crise, dites-vous bien une chose, elle est devant nous. Et là, on va être aux côtés de l'État, aux premières lignes. Le RSA, les familles en difficulté, les violences faites aux femmes, les violences faites aux enfants, c'est notre compétence. Le monde du handicap, c'est notre compétence. Les dépenses augmentent en flèche. Évidemment, il y a une crise et on fera face. Mais en même temps, on nous plafonne nos dépenses. En tout cas, on envisage de nous replafonner nos dépenses. Comment on s'en sort dans tout ça? On est dans un monde de fous. Et troisièmement, on nous a interdit toute possibilité d'avoir recours à un impôt. C'est-à-dire que maintenant, c'est l'État qui nous donne une dotation. Donc on est complètement ficelé. Et quand on parle décentralisation, l'État nous dit « Ah ben oui, on va déconcentrer les services de l'État ». Mais ce n'est pas ça la décentralisation. La décentralisation, c'est de redonner aux pouvoirs locaux les moyens d'agir. Et d'agir vraiment. Moi, je ne demande pas tout faire. Mais qu'au moins dans les missions qu'on me confie, on ne soit pas en train de décider depuis Paris avec des injonctions permanentes dans tous les domaines, y compris dans la protection de l'enfance. Et ça, j'ai trouvé que les procès qui nous sont faits, ils sont insupportables. Vous savez, si les DAS d'il y a 30 ans, elles étaient en capacité de mieux s'occuper des enfants d'aujourd'hui, il faudrait nous le dire et qu'on les recrée. Mais en réalité, il faut vraiment qu'on ait un souffle décentralisateur, que l'État arrête de nous donner des injonctions. Il faut augmenter les salaires de pompiers. Très bien, comme on fait quand avec des salaires plafonnés, avec des revenus plafonnés. Il faut augmenter les aides à domicile. Bien sûr qu'il faut les revaloriser. Et c'est nous qui allons payer comme on fait. Donc c'est ça qu'il faut clarifier. Moi, je ne demande pas tout faire, mais qu'on me donne les moyens de faire. Et qu'on en discute ensemble. Si c'est pour aller dans des réunions, comme on l'a fait trop souvent ces derniers temps, pour qu'on nous informe de la décision en disant « prenez-la, parce que si vous ne la prenez pas, ce sera pire ». Est-ce que c'est ça une réponse responsable dans un pays où chacun doit être responsable et en situation de responsabilité? Moi, je ne suis pas contre le gouvernement. Je dis simplement au gouvernement, travaillons ensemble sur les objectifs, dites ce que vous faites, mais faites-le, et puis laissez-nous faire sur ce qui nous est confié et donnez-nous les moyens de le faire, ou en tout cas, laissez-nous agir. Voilà la question de la décentralisation. Et là, on est dans un vent de recentralisation permanent. La haute technocratie en matière de santé, en matière de pouvoir. J'étais ministre de la fonction publique, donc je le vois bien. Il faut une profonde réforme de l'État.
et que chacun revienne à sa place. Le pouvoir régalien est régalien, le pouvoir des collectivités locales doit être reprécisé. Et voilà, c'est aussi simple que ça. Nous, maintenant, on vient nous chercher sur tout. Même la région qui n'est pas en capacité de faire pour l'agriculture me dit on va signer une convention. Vous n'avez plus la compétence, mais aidez-nous, on ne sait pas faire seul. Qu'on clarifie tout ça. Enfin, c'est ça qu'on attend. Donc les lois 4D, on peut rajouter 5D, 6D, 10D. C'est une loi qui est décédée pour la décentralisation. Oui, oui. Oui, c'est pas mal, la formule est pas mal, François Sauvadet. Dominique Bussereau, oui, loi cadet, et puis financement du RSA, si j'ai bonne mémoire, lors d'une adresse du président de la République à la Nation, il avait annoncé, oui, une augmentation du RSA dont le financement a été refilé, passez-moi l'expression, au département. Est-ce que le président de l'Assemblée des départements de France avait été consulté ? Le président m'a fait venir un jour pour me dire je vais faire le revenu unique qui va remplacer toutes les allocations. Et on va travailler ensemble. Depuis, fort est constaté que cette affaire n'a pas avancé, et c'est dommage, ça pourrait être une réponse, y compris à la revendication de nos collègues de gauche sur le revenu de base. Voilà, les choses n'ont pas avancé. Donc, qu'est-ce qui se passe maintenant ? Nous versons 3 allocations. La part, on en a parlé tout à l'heure, pour les personnes âgées, nous versons une allocation complémentaire pour le handicap, et nous versons le RSA. Ce RSA, depuis Martin Hirsch, le secrétaire d'État, qui avait créé le RSA en remplacement du RMI, il devrait être financé à 100% par l'État. Au début d'ailleurs, quand Jean-Pierre Raffarin a transféré le RMI aux collectivités, en l'occurrence les départements, il était financé à 100%. Puis au fil des années, moi aussi j'étais au gouvernement, je fais 18 budgets, je connais bien Bercy, au fil des années, on a enlevé 5, 10%, etc. Aujourd'hui, on aperçoit la moitié. Et c'est pas normal, si vous voulez. Nous alimentons des personnes à partir de la solidarité nationale, nous gérons la solidarité nationale sur le terrain, nous gérons l'insertion, ce qui est le plus important, et nous n'avons pas les moyens de le faire, ce qui fait que certains départements, certains moments, ils ont fait moins d'insertion, parce qu'il fallait quand même verser le RSA, et donc ça se faisait au détriment des politiques de l'insertion. Donc il faut véritablement revenir à les choses, ou alors le gouvernement recentralise le RSA. Nous avons 7 départements sur les 103 qui sont volontaires pour travailler avec le gouvernement sur cette hypothèse. Regardons comment se déroule ce travail. Mais si on reste dans la version actuelle, ce que personnellement je souhaite, il faut que nous ayons les moyens de le faire. Le RSA a grossi en France, en moyenne nationale, d'à peu près 10% depuis un an. Et ça va augmenter. Moi, je vois bien dans mon département, comme le voient mes collègues, comme le voient tous les Français, on voit bien qu'il y a des petits commerces qui ne vont pas réouvrir, on voit bien qu'il y a des cafés qui ne vont pas réouvrir, qu'il y a des professionnels du tourisme qui vont mourir, qu'il y a un certain nombre de gens et qui sont peut-être parfois plus près de la retraite que de la poursuite de leur activité, que l'on va retrouver au RSA. Donc l'augmentation du RSA va être considérable. Il faut que l'État nous donne les moyens de le verser. C'est vraiment ce que disent mes 2 collègues. Nous ne demandons pas le grand soir, nous demandons que chacun fasse bien son métier. Nous demandons que, en particulier, nos compétences de solidarité sociale, en faveur des enfants, des jeunes, des collégiens, des personnes âgées, des handicapés, nous puissions les assumer à 100%, car il y a encore de la misère sociale dans notre pays, et ce sont les départements avec les communes qui sont à la tâche pour essayer d'écouter nos concitoyens. J'aimerais vous poser une dernière question pour terminer cette émission centrée sur les ateliers des départements. Avec vous, Jean-Luc Lès, on le dit assez souvent, on l'entend assez souvent, on est dans une crise sanitaire qui va devenir une crise économique et forcément une crise sociale. Alors c'est vrai qu'on a des amortisseurs sociaux en France solides que beaucoup de pays peuvent nous envier, même s'il faut les financer et les payer un jour, aussi bien pour les salariés que pour les entreprises. Est-ce que vous craignez dans votre département de la Gironde, Jean-Luc Lès, que cette crise sociale soit extrêmement puissante et que finalement le département que vous présidez ne puisse pas y faire face? Alors, je ne fais pas que le craindre, je le constate. C'est-à-dire que fin 2020, nous avions 3000 demandeurs du RSA, donc allocataires du RSA supplémentaires par rapport à ce que nous avions connu en 2019, c'est-à-dire à peu près 12 millions d'euros de plus. Et surtout, ce qui m'a beaucoup inquiété, c'est qu'il y a un pourcentage relativement important de personnes qui habituellement ne venaient pas solliciter le RSA. Je pense notamment aux travailleurs indépendants qui n'ont pas réussi à passer cette étape de crise qui dure et qui donc se sont retrouvés du jour au lendemain sans protection sociale avec la nécessité de solliciter l'allocation du RSA. Donc je suis convaincu aujourd'hui que la crise économique
qui risque peut-être de s'apaiser un peu avec le sentiment de reprise avec le déconfinement, va néanmoins entraîner un certain nombre de dépôts de bilan et de liquidations d'entreprises. Il faut savoir quand même que les prêts garantis par l'État devront être un jour remboursés et que si le chiffre d'affaires n'est pas à la hauteur pour faire face à la fois aux charges quotidiennes et ensuite à la nécessité de remboursement, un certain nombre d'entreprises vont se trouver en difficulté. Même si le ministre des Finances a décalé d'1 an ou 2 le remboursement du prêt garanti par l'État. Oui, mais il n'empêche qu'il va falloir. Je ne suis pas certain que la reprise soit absolument faramineuse pour tout le monde du jour au lendemain. Ça risque de durer dans le temps. Et puis, regardez ce qui se passe quand même au niveau de la jeunesse. Vous avez un certain nombre de jeunes aujourd'hui, et quand je parle des jeunes, c'est des 18-25 ans en particulier, qui se trouvent parfois en très grande difficulté, qui ont des ruptures dans leur parcours de cursus universitaire parce qu'ils n'arrivent plus à payer leurs études, parce qu'ils n'ont plus accès aux petits jobs qui habituellement leur permettaient de payer leur alimentation et leur logement, et qui vont se retrouver peut-être dans des difficultés supplémentaires à terme avec la nécessité de solliciter une allocation type RSA. Moi, je suis convaincu que la casse sociale est à venir et qu'elle sera très difficile et très dure à supporter pour les départements. Il faut, là encore, tel que l'a dit François Sauvadet tout à l'heure, il faut absolument que l'État soit à la hauteur des financements qui nous sont nécessaires. Dominique Bussereau l'évoquait, aujourd'hui l'État ne finance pas suffisamment les allocations individuelles de solidarité que nous versons au titre de la solidarité nationale. Il faut que l'État soit au rendez-vous aujourd'hui d'une crise sociale qui s'annonce et des difficultés que rencontre notre pays. Un mot peut-être, Jérôme Fourquet, avant de donner la parole à François Sauvadet et puis à Dominique Bussereau pour conclure. Dans d'autres enquêtes d'opinion que mène l'IFOP, vous constatez cette montée importante, inquiétante de la crise sociale ? Alors oui et non, parce que on a quand même ces filets de protection que vous indiquiez tout à l'heure qui font que, contrairement à d'autres pays, notamment ceux d'Europe du Sud, pour l'instant, même s'il y a des publics, comme le disait le président Anglaise, qu'on n'a pas l'habitude de voir dans le rouge, des indépendants, des artisans ou autres, même si ces publics-là peuvent être fragilisés, globalement, l'édifice social tient plutôt. Là où les choses vont se compliquer, et c'est ce que tout le monde redoute, c'est quand, si je peux m'exprimer ainsi, on va progressivement retirer la perfusion et qu'on va retourner dans le grand bain. Donc pour l'instant, on a des signes sur certains publics qui se fragilisent, mais on n'a pas un effondrement qui se dessine. Là où, comme souvent, les choses se compliquent, c'est que cette crise a frappé beaucoup plus durement, et ça on le voit très clairement, les publics les plus précaires. Aujourd'hui, un Français sur deux nous dit qu'il a été touché personnellement par cette crise économique et sociale. Je ne parle pas du fait d'avoir été contaminé ou pas. C'est 20% dans les plus hauts déciles, c'est 75% dans les déciles les plus modestes. Mais il n'y a pas d'argent magique. Le « quoi qu'il en coûte », phrase célèbre, s'il en est culte, du président de la République, touche un peu à sa fin. Il va durer encore un an. Oui, il va durer, mais au moins ce qui est quand même rassurant, c'est que les aides dont vous parliez, je pense au fonds de solidarité pour les entreprises, je pense au chômage partiel pour les salariés, en tout cas c'est annoncé comme ça par le ministre des Finances, tout ça va s'amortir tout doucement. Progressivement s'amortir. Alors il y a une campagne électorale, non pas départementale et régionale, mais présidentielle qui s'annonce. Donc on peut penser, sans être grand clair, que la perfusion va être un petit peu maintenue, même beaucoup maintenue pendant cette période. Il n'en demeure pas moins que certains secteurs, on évoquait aussi par exemple le tourisme dans certaines régions, je pense notamment aux régions de montagne, aux régions littorales, on a des professions entières qui vont être très très sinistrées. Donc personne ne sait dire, à l'heure où on se parle, dans quel état on va retrouver le pays quand on va sortir de cette espèce de parenthèse. Idem pour le secteur de la restauration. Les estimations dont on dispose, c'est que, d'après les professionnels, il y aurait un tiers des restaurants, par exemple, qui ne rouvraient pas après la période du Covid. Donc ça fait des dizaines et des dizaines de milliers d'emplois et qui vont disparaître. Et comme ça a été rappelé tout à l'heure, notamment pour des publics qu'on n'avait pas l'habitude de classer comme étant des publics qui étaient précaires ou fragiles. François Sauvadet, comment s'incarne la crise sociale en Côte d'Or ? Devant quelle situation aujourd'hui êtes-vous confronté ? À quelle situation, pardon ? Écoutez, nous on est dans la même situation que ce qu'a décrit Dominique Bussereau et Jean-Luc Glaise. On a une montée de la précarité, d'abord chez les jeunes. Moi, je n'avais jamais vu ça. Des jeunes qui n'ont plus de petits boulots, des jeunes étudiants, des jeunes qui se retrouvent avec des familles qui ne peuvent pas les accompagner. Dans mon département, on a multiplié par 10 en quelques mois l'aide alimentaire, c'est-à-dire des secours d'urgence. L'aide alimentaire multipliée par 10 en quelques mois. Donc, et puis des allocations d'urgence qu'on donne aux familles pour faire face
savez, dans un département comme le mien, qui n'est pas un des plus pauvres, hein, 530 000 habitants, j'ai 18 000 familles monoparentales, dont 80% sont des femmes. Vous imaginez qu'ils n'avaient plus leur boulot, parfois de nettoyage, parfois des boulots qui leur permettaient de survivre. Et on est confronté à une montée de ces précarités. Je crains fort qu'au mois de septembre, effectivement, comme l'a dit Dominique Bussereau et Jean-Luc, dans certaines activités liées au tourisme, à la restauration, on devra commencer à rembourser le PGE. On va rentrer dans une période hivernale ensuite, sans avoir les ressources de trésorerie nécessaires pour y faire face. Moi, je crains que le pic de crise sociale que nous allons connaître sera pour après l'automne, c'est-à-dire dans la période hivernale. Moi, je m'y prépare. Franchement, quand je vois, écoutez, dans un petit département comme le mien, grand par la réputation, mais de 530 000 habitants, j'ai fait un plan de soutien de 32 millions d'euros. Plan de soutien de 32 millions d'euros. Je ne sais pas si vous imaginez sur un budget de 530 millions. Donc c'est énorme. Et on devra faire face. Donc j'ai dit au gouvernement, commençons à préparer tout cela. Moi, je ne suis pas favorable, et j'ai peut-être une divergence avec Jean-Luc là-dessus, pas favorable à l'allocation universelle pour tout le monde, allez, voilà, revenu minimum, universel, etc. Moi, je suis favorable à une individualisation de l'aide. C'est-à-dire que chaque parcours est différent. On peut innover aussi en matière sociale. On l'a fait nous-mêmes. On peut cumuler des petits travaux, des emplois, du RSA, etc. Donc, on peut innover. Et puis, dans chaque département, il y a aussi, en même temps, des métiers en tension. Et c'est là où il faut qu'on organise mieux les choses pour qu'on puisse, dans les métiers en tension, par exemple, pour les vendanges, moi, je suis désolé, on ne trouve plus personne pour faire les vendanges. Il y a un problème quand même. C'est pareil dans le Bordelais, j'imagine. Donc, il faut vraiment, et dans d'autres métiers, les métiers de la terre, les métiers de la valorisation légumière, etc., toute une somme de métiers, dans les métiers de la forêt, par exemple, ou dans les métiers de l'aide sociale. Donc, il faut absolument qu'on ouvre des perspectives au peuple, et par la formation, par l'accompagnement, vers des métiers en tension, et que dans le même temps, on soit solidaire. Mais on va avoir un vrai choc à la sortie du PGE. Le gouvernement a fait le job jusqu'à présent. Mais la sortie, je ne sais pas comment on va faire avec un plafonnement de nos dépenses qui se profile et plus de ressources du tout, plus de marge de manœuvre financière. Plus aucune. Et c'est l'État qui nous donne la dotation et qui va nous appeler à la rescousse en nous disant « Écoutez, mesdames, messieurs, on ne va pas faire un plan de sévérité ou d'austérité, mais il va falloir que vous participiez à l'effort collectif. » Comment on fait? On ne va pas laisser les gens mourir de faim au bord de la rue. Et je vous assure, hein, je suis allé sur le terrain comme mes collègues présidents de département, et Jean-Luc le sait, comme Dominique, il faut vraiment qu'on fasse attention au soutien qu'on devra apporter aux familles les plus précaires. Dominique Bussereau, sur ce que vous venez d'entendre, et puis aussi comment la Charente-Maritime fait face à la crise sociale. Sur ce que je viens d'entendre, j'ai entendu le mot d'étudiant. Je trouve que j'ai aussi, dans ma vie personnelle, des activités d'enseignement. Je suis effaré par la détresse des étudiants. En effet, pas de petits boulots d'appoint, pas de possibilité de se nourrir convenablement. Donc, en effet, développement de tas de choses. On a même vu à La Rochelle, c'était fort sympathique d'ailleurs, une compagnie de CRS venir faire la cuisine pour les étudiants à plusieurs reprises. C'était une relation auquel les uns les autres n'étaient pas forcément habitués lorsqu'il y a des périodes de manifestation. Et on a dû faire un plan étudiant pour les étudiants de l'Université de La Rochelle, qui sont 10 000, mais aussi, ce qu'on oublie, c'est des étudiants en BTS. C'est-à-dire les grands lycéens qui sont en BTS, qui sont des étudiants qui sont dans des lycées complètement sur le territoire. Il n'y a pas de resto U, il n'y a pas forcément de resto du cœur, etc. Donc, trouver des ordinateurs, les aider pour leur logement, les aider psychologiquement, etc. C'est quand même une terrible détresse pour une jeunesse en 2021, un moment où on parle voiture électrique, où Thomas Pesquet est dans la Station spatiale internationale, que des étudiants français n'aient pas les moyens de se nourrir, ou les moyens de faire un stage, ou les moyens de trouver un petit boulot d'appoint. Ce qui m'inquiète beaucoup, moi, c'est le tourisme. Le département de la Charente-Maritime, notre première économie, c'est le tourisme, avant la viticulture, avant la pêche, l'ostréiculture, ou les industries ferroviaires ou aéronautiques. Et très franchement, le tourisme, on a eu de mauvaises vacances de Pâques du fait du changement des dates, du changement de dernier moment que le gouvernement a souhaité mettre en œuvre. Et autant les prévisions pour le printemps sont pas trop mauvaises dans le tourisme, l'hôtellerie plein air, autant dans l'hôtellerie traditionnelle, dans la restauration, dans la location,
les prévisions pour l'instant ne sont pas bonnes. Et regardons les grands groupes français. Hein. Le Club Med a 20 ou 30% de ses clubs ouverts à travers le monde. Pierre et Vacances, qui gère les fameux Center Parks, les stations de sport d'hiver, etc., est en très très grande difficulté. Donc Paris, la RATP, les difficultés de la RATP à Paris, certes les Parisiens vont moins travailler parce qu'ils sont en télétravail, mais il n'y a plus toute la clientèle touristique venue du monde entier qui utilise le métro, le bus, pour se promener dans Paris. Ce que je dis à Paris est valable à Bordeaux, à Dijon, à Toulouse ou à La Rochelle. Donc il y a toute une série de professions dans le domaine du transport, dans le domaine du tourisme, des secteurs entiers où les choses vont être difficiles à reprendre. Certes, on a envie de voyager. Certes, je pense que les compagnies low cost reprendront leur trafic. Est-ce que les grandes compagnies aériennes retrouveront leur clientèle d'affaires? Est-ce que certains modèles touristiques ne seront pas dépassés qu'il faudra revoir? Il va falloir vraiment inventer et il faudra que l'État soit à la hauteur de la situation. Et nous, les collectivités, qui allons vivre tout ça sur le terrain, on est certainement les mieux adaptés pour trouver des réponses. Et si je devais, à ce moment précis de notre rencontre, dire quelque chose à nos concitoyens, c'est d'aller voter. Hein. C'est vrai qu'il y a encore du Covid au mois de juin, c'est vrai que les processus de vote seront peut-être un peu plus longs, mais la démocratie, qui est parfois en danger aussi à cause de certaines forces politiques extrémistes, a besoin d'être confortée, et aller choisir ses conseillers départementaux, aller choisir la politique de solidarité de son département, c'est très important, et je le dis aussi pour nos collègues candidats aux élections régionales, choisir sa région, choisir les grands investissements, choisir les choix économiques, les choix écologiques, c'est très important. Et on n'a pas beaucoup parlé, mais le département, il est aussi en première ligne sur l'écologie, l'environnement avec nos espaces naturels sensibles, donc la protection de nos paysages, la lutte contre l'excès éolien, qui est un des thèmes importants, c'est quelque chose sur lequel il faut se mobiliser et on a besoin que nos concitoyens aillent voter pour qui ils veulent, plutôt, je leur dis à titre personnel, pour les forces républicaines, quelles qu'elles soient, tous ceux qui sont des modérés de gauche, de droite ou d'ailleurs, mais en tout cas il est important que ces élections ne soient pas passées par pertes et profits parce que c'est un moment important, la démocratie, et ça va façonner aussi le paysage de notre pays pour l'élection présidentielle. Toute dernière question beaucoup plus personnelle, Dominique Bussereau. Il n'y a pas trop de vent en ce moment, il n'y a pas de tempête, parce que là, il y a des gros coefficients de marée en ce moment en Charente-Maritime. Il y a des gros coefficients de marée. Écoutez, les hélicoptères de la sécurité civile et de la gendarmerie essayent de survoler pour que les pêcheurs ne se perdent pas, mais c'est un bon moment pour venir découvrir pendant les week-ends de mai toutes les zones touristiques françaises, que ce soit les zones de montagne, les zones du littoral, les zones de ce qu'on appelle l'arrière-pays. Il faut aussi aider nos professionnels du tourisme, en attendant l'été, à revivre et à pouvoir tout simplement vivre, exister, payer leur personnel et développer leurs entreprises. Voilà, merci beaucoup Dominique Bussereau, merci à François Sauvadet, merci à Jean-Luc Glaise, président du département de la Gironde, président de la Côte d'Or pour M. Sauvadet, pour François Sauvadet et puis bien sûr au président de l'Assemblée des départements de France. Merci aux téléspectateurs de nous avoir suivis sur Public Sénat. Merci mon cher Jérôme Fourquet pour tous ces éclairages et cette étude très intéressante. Je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup.